Je voudrais d'abord évidemment remercier les intervenants qui ont accepté de venir, et excuser Isabelle Autissier qui est retenue et qui ne peut pas nous rejoindre. Et vraiment remercier l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer. Vous l'avez vu, on a souhaité, comme c'est un peu notre ADN à la Fabrique écologique, avoir des intervenants d'origines très diverses, de formations absolument différentes, car nous pensons que c'est un élément important de la réflexion collective, en particulier sur les sujets d'environnement et d'énergie. Donc j'accueille à ma droite Philippe Val, qui est le président de groupe La Poste, et qui est dans une entreprise qui évidemment est en train de vivre une très grande mutation, puisque on le sait bien, elle a une difficulté de diminution du courrier dans son activité, et donc Philippe a fixé l'objectif, parmi d'autres, de la transition énergétique pour développer un certain nombre de nouvelles activités. J'accueille évidemment avec tout autant de plaisir Claire Nouvian, qui est à ma gauche, qui est journaliste, réalisatrice dans l'audiovisuel, et surtout qui est fondatrice de Bloom, qui n'a pas 5 ans, qui a 13, donc qui est pratiquement dans l'adolescence. Et ça lui permet d'avoir remporté d'éminentes victoires, une victoire notamment sur la pêche en eau profonde, qui était quand même une victoire spectaculaire avec des groupes d'intérêt en face tout à fait puissants. Et puis une bataille, une victoire partielle pour le moment sur la pêche électrique, et qui reste évidemment combat qui reste à mener. Et je voudrais rappeler qu'elle a reçu pour son action le prix Goldman pour l'environnement en 2018, qui est, on le dit toujours, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'équivalent du prix Nobel pour l'action en matière de l'environnement. Et on a tous été très heureux. Claire est une fidèle du Conseil d'orientation de la Fabrique écologique, et depuis le début, et je l'en remercie beaucoup. Nous avons à ma droite Alice Fernet, qui est économiste, qui a publié son premier roman en 1993, et surtout qui a publié en 2014 un roman qui s'intitule Le règne du vivant, qui est un roman documentaire inspiré de l'action de l'écologiste Paul Watson, que chacun connaît ici, et qui a présidé le jury du roman de l'écologie, créé à l'initiative notamment de Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, et sur laquelle la Fabrique écologique est partenaire, et qui est un prix qui marche très bien, qui a donné lieu à des discussions passionnantes. Et donc merci Alice Fernet de votre venue sur ce petit débat. Et enfin Alexandra Lutz, qui est présidente de Climate depuis 2018, depuis cette année. Climate, que nous connaissons bien, puisque nous avons travaillé à une note extrêmement importante lors de l'année de la COP 21. Climate, je vous rappelle, qui est un réseau international d'étudiants, nous en dira peut-être un mot, un réseau international d'étudiants mobilisés pour le climat. Et nous avons travaillé avec les étudiants de Climate sur une note sur la préparation de la COP 21, en mobilisant ce réseau international, une note qui, je crois, a marqué et qui a été tout à fait considérée comme passionnante. Voilà, merci à tous. Alors, je voudrais introduire simplement en disant que ce n'est pas tout à fait un hasard si on a choisi de faire cette table ronde des 5 ans sur conviction personnelle et engagement public, parce que ce double aspect est un élément majeur de l'équipe, de 20-25 personnes au départ, qui a beaucoup grossi depuis, qui a créé la Fabrique écologique. L'équipe qui est animée de gens qui ont des fortes convictions personnelles, chacun le sait, mais le diagnostic de départ que nous avions, et que nous avons toujours d'ailleurs, même si on a essayé de contribuer à ce que ça se modifie, c'est que ces convictions personnelles ne se traduisaient pas forcément dans le débat public, et en tout cas très mal dans un débat public marqué par des schématismes, par des slogans, beaucoup plus que par des propositions concrètes, précises et applicables. Et donc, ce débat public aboutissant à des décisions, non seulement de décisions publiques, mais aussi de décisions des entreprises, des collectivités locales, des ménages, avec 2 caractéristiques, à la fois souvent allant dans le bon sens, donc souvent positives, mais toujours, ou pratiquement toujours, insuffisantes, compte tenu des enjeux climatiques et écologiques de notre société et de notre pays. Alors, il est vrai que
la dialectique conviction personnelle, engagement public est dans les deux sens, puisque à l'évidence, et heureusement, certains ont des convictions personnelles et essayent de les traduire dans des engagements publics. D'autres ont des engagements publics qui les portent sur l'écologie et ça se traduit dans des convictions personnelles. Mais ce qu'on constate dans tous les cas, c'est que c'est toujours lié. Et je crois que c'est très important que ce soit lié pour trois raisons. D'abord parce que l'écologie surplombe tous les sujets. Et donc il est tout à fait important que si on veut bien le porter, qu'il y ait un minimum de conviction pour le faire. Ça ne peut pas être un sujet comme un autre. Ça ne peut pas être un sujet comme ça qui est traité au détour du chemin. C'est un sujet qui surplombe tous les sujets compte tenu des enjeux de l'avenir qu'on connaît bien. Et donc, il est important que les engagements s'appuient sur des convictions. La deuxième raison, c'est que l'écologie s'appuie parfois, assez souvent, il faut bien le dire, pas toujours, mais assez souvent, sur des décisions qui peuvent être difficiles. Contrairement à ce qu'on peut penser. D'ailleurs, si la transition écologique et énergétique n'avance pas suffisamment vite, c'est bien que ce n'est pas forcément très facile. C'est bien qu'il y a quelques obstacles. Et donc, quand on a affaire à des décisions difficiles, et encore une fois, que ce soit pour les ménages, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour l'État, les collectivités locales, il est important, si on veut que ce soit durable et si on veut que la décision soit vraiment fondée et encore une fois se traduise dans la durée, il est important qu'elle s'appuie aussi sur des convictions personnelles. Et enfin, troisième élément, c'est que l'écologie doit évidemment mobiliser tout le monde. Et évidemment, on ne peut pas mobiliser dans nos sociétés, et moi j'en suis personnellement, alors pour le coup, tout à fait convaincu, si on n'est pas soi-même convaincu et si on ne pense pas soi-même qu'il y a un vrai enjeu et un vrai intérêt important à ces différents sujets. Il est donc important que chacune et chacun autour de cette table nous raconte sa trajectoire sur ces sujets. C'est ce que nous allons faire pendant quelques minutes. Ensuite, je poserai peut-être quelques questions aux uns et aux autres. Et puis, évidemment, selon nos bonnes traditions auxquelles nous tenons beaucoup à la Fabrique écologique, la parole vous sera ensuite largement donnée pour des questions, des remarques ou des interrogations. Voilà, je passe la parole donc à Philippe Val. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je crois que pour être chef d'entreprise, il faut en tout cas deux caractéristiques, j'ose pas dire qualité. Il faut d'abord être optimiste. Si on n'est pas optimiste, on ne peut pas diriger une entreprise. Et la deuxième chose, c'est que il faut avoir de l'énergie. Et cette énergie, on la puise en général dans un certain nombre de convictions personnelles. J'ai été surpris au début, en dehors de l'amitié qui nous lie et que je veux rendre publique pour éviter tout reproche de conflit d'intérêts, lorsque Jérôme m'a demandé de venir participer à sa table ronde, parce que idéologiquement, je ne suis pas un écologiste, en tout cas pas de naissance ou pas de formation. J'avais tout pour être un écologiste pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai vécu 18 ans de ma vie près de sites Céveso. Ça ne s'appelait pas Céveso encore à l'époque, mais je suis né près d'une usine chimique et ensuite j'ai vécu près d'une autre usine chimique, parmi les plus importantes de notre pays. Donc des usines chimiques très dangereuses et évidemment très polluantes. Il y avait dans la seconde, auprès de laquelle j'ai vécu, de temps en temps des fuites de chlore qui amenaient à distribuer dans la cité ouvrière et des cadres autour de l'usine un certain nombre de doses, etc., pour y faire face. Donc, normalement, ça aurait dû me conduire à la rébellion écologique. Ça n'a pas été le cas. Et le deuxième facteur qui était très favorable et qui ne m'a pas suffisamment influencé, c'est que j'ai connu quelqu'un qui était l'un des participants à la fondation de l'écologie française, qui était docteur en pharmacie, qui était un biologiste, qui a créé l'Institut européen d'écologie, qui s'appelle Jean-Marie Pelt. C'était un ami de la famille. Il m'a tenu sur ses genoux. Et donc, il m'a toujours parlé des plantes, de l'écologie. Et visiblement, l'intérêt qu'avait pour moi la question économique et sociale l'a emporté sur l'intérêt de l'écologie. Non pas que je pensais que l'écologie n'avait pas d'intérêt, mais puisqu'on partage nos convictions, l'écologie n'était pas ma première préoccupation politique. Elle est devenue, non pas la principale, mais elle est devenue un élément important de mon engagement de chef d'entreprise, essentiellement parce que l'entreprise que je dirige aujourd'hui est d'abord un très très grand transporteur, un très grand logisticien.
Nous livrons chaque jour 80 millions d'objets aux Français. Malgré la baisse du courrier dont a parlé Géraud Guibert, on est donc passé de 18 milliards d'objets à 10 milliards d'objets cette année. On livre encore des milliards d'objets. Donc le sujet du transport et des conditions du transport sont des sujets absolument essentiels pour la Poste. Et nous sommes le numéro 2 du colis en Europe. Nous transportons des centaines de millions de colis en Europe. Donc dans toute l'Europe, les conditions du transport sont un sujet écologique majeur. Et en dehors même du sujet concurrentiel, je me suis préoccupé tout de suite des conditions de développement durable ou des conditions d'impact écologique du transport. Ça, c'est la première chose. De ce point de vue, notre entreprise est suffisamment importante avec son chiffre d'affaires, 25 milliards d'euros, avec son personnel, 250 000 personnes, pour qu'on songe à son impact écologique ou développement durable. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième sujet, et ça c'est mon métier, c'est que j'ai considéré que la transition écologique pouvait être un business, c'est-à-dire quelque chose dans lequel nous créions de la valeur, gagnions de l'argent, employions des gens. Et donc voilà les deux raisons qui font qu'à partir de convictions qui n'étaient pas idéologiquement écologiques au début de mon engagement et de mon parcours personnel, j'ai été amené à m'intéresser à l'écologie. Et là, je vais simplement vous dire ce que nous faisons en matière écologique. La première chose, c'est qu'aujourd'hui sur la planète, la première flotte de véhicules électriques à 4 roues est française, et c'est celle de la Poste. Aujourd'hui, aucune entreprise, et j'ai été très surpris que ce record tienne encore, notamment vis-à-vis des transporteurs chinois, mais aucune entreprise n'a 9500 voitures électriques. Nous avons 9500 voitures électriques, ce qui fait encore, et malheureusement, de nous la première flotte électrique du monde. Donc cette préoccupation de l'écologie, nous l'avons. La deuxième préoccupation d'écologie que nous avons, c'est que même quand nous utilisons des véhicules carbonés, nous neutralisons par des financements l'impact carbone qu'ont ces véhicules carbonés, en dépensant de l'argent notamment pour produire des énergies renouvelables ou produire de l'énergie décarbonée. Donc très clairement, cette préoccupation écologique est importante et au niveau des postes mondiales, on a un groupe de postes mondiales, nous agissons pour que l'empreinte carbone de notre logistique diminue dans l'ensemble du monde. On a pris des engagements, la Poste française est très en avance et on cherche à montrer l'exemple puisque en matière d'entreprise, la seule chose qui compte, c'est l'exemple. Le discours ne suffit pas. Aujourd'hui, les citoyens, les usagers, les clients vont au-delà du marketing, vont au-delà du discours et vérifient que vous faites bien ce que vous avez dit que vous ferez. Voilà. Donc, nous avons comme objectif de diminuer l'empreinte carbone de la logistique. Et comme notre métier, c'est la logistique, évidemment, on va continuer à transporter. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est en ça que mes convictions personnelles et mes responsabilités de chef d'entreprise sont allées vers la logistique. Et puis la deuxième chose, vers l'écologie. Et la deuxième chose, c'est un nouveau business que nous développons et qui s'appelle la logistique urbaine. Et je pense que ça peut intéresser la fabrique écologique. Le raisonnement est très simple. Les villes ont géré et régulé et organisé, ça doit être sans doute une partie de vos préoccupations, le transport des personnes. La période qui s'ouvre, ça va être consacré à la régulation du transport des marchandises. En effet, le volume de colis que nous transportons en France s'accroît de 8% par an. En Europe, c'est 10% par an. En Asie, c'est 20% par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors que le transport des personnes croît à peu près comme le PIB, la croissance des colis et des marchandises à l'intérieur de la ville croît 3 fois plus vite que le PIB, parfois 4 fois plus vite que le PIB. Ça veut donc dire que normalement, dans les 10 ans à venir, le transport de biens va bloquer la totalité des métropoles françaises. Puisque le flux de livraison est en croissance extrêmement forte et va doubler a priori dans les 7 ans qui viennent. Et donc se pose la question de la façon dont on va réguler ça. Et nous avons décidé de faire de la logistique urbaine, c'est-à-dire de la régulation et de la solution à ce risque de blocage des métropoles, un de nos business principaux. Et nous nous sommes donc engagés. Et aujourd'hui, nous avons signé des contrats avec 7 des 22 métropoles françaises
L'objectif, c'est d'avoir 100% de réussite, c'est-à-dire d'avoir les 22 métropoles sous contrat et les 7 ou 6 premières avec lesquelles nous avons signé, je terminerai comme ça, pour vous montrer que cet engagement personnel est devenu un engagement de notre entreprise. Dans l'ordre historique, c'est Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lille, Paris, et on est en train de négocier avec Clermont-Ferrand. Donc là, c'est pour vous montrer qu'à la fois dans l'usage de nos moyens de logistique et aussi dans l'invention de nouveaux métiers et dans la régulation du transport de marchandises, la conviction écologique est venue comme une nécessité d'avoir une entreprise qui soit plus citoyenne et qui participe de manière plus conforme au développement durable et aux grands objectifs écologiques qu'elle ne l'a été dans le passé et que je ne l'ai été moi-même dans mon parcours personnel. Voilà donc ce que je voulais préciser. Merci. Claire. Bonsoir, mais moi j'ai rien à dire. Je sais pas, sur quel vous voulez que je pose. Moi, c'est magnifique ce discours, mais j'ai envie de vous entendre. J'apprends plein de trucs, j'ai pris plein de notes. Mais ah non, je suis pas née écologiste, non. C'est ça la question? Oui, quel est ton parcours? Comment l'écologie... Ouais. Alors, comment l'écologie m'a frappée? Mais ça, on pourrait poser la question à pas mal de gens ici. Est-ce que vous avez été frappé par l'écologie? Non, alors moi, mon grand-père, il a fait venir une centrale nucléaire dans notre bled dans le Poitou. Donc, on n'était pas exactement des écolos. Ils sont tous chasseurs. Donc, vous voyez, vraiment, on est loin du compte. Donc, non, je n'ai pas été entourée par des écolos. C'est venu parce que... Comment c'est venu? C'est venu parce que j'ai travaillé dans la production audiovisuelle, j'ai fait le tour du monde plein de fois, un peu comme, vous savez, Nicolas Hulot, mais moi je ne me suspendais pas des hélicoptères. J'étais cachée dans des tentes de camouflage et je cherchais à filmer les derniers petits oiseaux au ventre rouge, les buffles, je ne sais pas où, etc. Et donc j'ai pu constater par mes yeux, en fait, que d'abord quand on voulait filmer de la faune sauvage, il fallait collaborer avec des chercheurs qui vous expliquaient qu'en effet, il restait 6 paires d'oiseaux, 6 couples de calao rhinocéros dans cet immense parc à la frontière malaise, qu'il restait quelques individus de rhinocéros qu'on pouvait aller voir en Afrique, etc. Et en fait, la conscience est venue de l'extinction de masse, en fait. Et je me souviens, j'ai eu une discussion avec Marie-Claude Bomsel, vous savez, qui est primatologue au muséum, et qui m'avait, au moment où il y avait eu un jaguar qui s'était, ou un guépard, je crois, enfin un jaguar, dont la cage au Muséum d'histoire naturelle s'était ouverte, ou dans un, je crois, un muséum ou dans un zoo, et il s'était échappé, il avait couru, il avait abattu, il avait sauté sur un petit enfant qui courait. Et parce que la cage avait eu un problème, une déficience de sécurité, et cet animal sauvage a repris son instinct sauvage en voyant un enfant courir. Et je me souviens, ce qui m'avait vraiment attristé, c'est de savoir que dans la journée, on avait déjà abattu le fauve. Et j'avais trouvé que vraiment, c'était quand même la double peine, quoi. L'animal se trouve dans une cage, le système de sécurité ne marche pas, il y a un enfant qui passe, qui court, il lui saute dessus, pas pour le manger, pour lui sauter dessus, parce que voilà, ça le fait penser à une proie, et on l'abat. Et j'avais une discussion avec Marie-Claude qui m'avait dit... mais si tu crois, c'était une longue conversation qui avait changé mon prisme. Elle m'avait dit, mais si tu crois qu'il reste des animaux en fait sauvages, tu te trompes complètement. On est plutôt dans une gestion de grands zoos. Et après avoir filmé en Afrique, c'est vrai que c'était marquant quand on était avec les rangers et tout ça d'Afrique du Sud. D'ailleurs, ils connaissaient chaque animal. Et je me dis, mais c'est fou, en fait. On est vraiment devenu dans un niveau de domestication de la nature, y compris sauvage, qui est complètement ahurissant. Et des années comme ça à travailler sur le terrain, à devoir cadrer nos plans pour que on puisse voir la belle nature qu'on raconte sur Discovery Channel. Et en fait, c'est un mensonge. On a menti. J'avais l'impression de participer à un mensonge année après année, à montrer ces documentaires, la nature magnifique, mais en ayant coupé le plan où on enlève la centrale, on enlève la décharge, on enlève la centrale thermique, on enlève la favela, le machin, etc. Et je m'étais dit, mais quel mensonge, en fait. On participe en permanence avec ces images, cette production audiovisuelle d'un mensonge incroyable. Alors que la réalité, c'est que pour cadrer une image qui soit au standard de ce qu'on est habitué à voir avec toutes ces chaînes internationales, eh bien, il fallait tricher, il fallait zoomer, il fallait
attendre longuement et puis bien souvent filmer dans des zoos. Donc on faisait passer des plans serrés sur les animaux pour des plans sauvages, parce qu'en fait, la nature sauvage est tellement dure à filmer dans la nature. Et donc ça avait participé quand même de cette conscience en travaillant avec tous ces chercheurs qui travaillaient tous en fait sur la lutte contre les extinctions, la réintroduction, les programmes de rewilding, comme ils disent, en fait, de remettre de la nature sauvage à partir de programmes de reproduction en captivité. Et donc, c'est une conscience sûre, mais lente, de ce qu'on est en train de faire à la planète, qui m'a saisie, en fait, je pense. Et après, le combat est devenu plus spécifiquement marin, parce que quand même, en travaillant avec des ONG un peu partout dans le monde, parce qu'on travaille avec les chercheurs d'un côté et les ONG qui défendent aussi la nature, il m'était apparu assez évident que les animaux à sang chaud, comme tous les mammifères, avaient tous leur club de fans, que les oiseaux aussi. Et en revanche, les océans me semblaient vraiment très mal logés et très mal chaussés. Et c'est en découvrant en effet la dévastation dans les océans profonds en fait, de tous ces coraux multimillénaires, ces écosystèmes excessivement fragiles, que là, mon combat s'est cristallisé. Mais je pense que j'ai eu plutôt le sentiment d'être choisie que de choisir tout ça. Et d'ailleurs de m'embarquer dans un truc dont je n'avais pas idée que ça allait mener là où ça m'a mené. D'ailleurs, si on m'avait dit, je pense que j'aurais peut-être fait complètement autre chose, tellement ça coûte cher quand même, hein, en termes de... Ça coûte cher. Ça coûte cher personnellement, physiquement, familialement. Tout ça, ça a coûté cher et ça continue à coûter cher en termes de santé, d'impact sur la famille, d'impact sur le rythme, la fatigue, etc. Puisque c'est un combat à armes tellement inégal que voilà, maintenant que le coup est parti, c'est parti. Après, on se découvre dans une lutte, je trouve. Et puis, je pense que j'ai un tempérament de guerrière, en fait. Donc, je me serais battue sur autre chose. Je pense, si la planète était en pleine forme d'un point de vue de notre relation au monde vivant, je pense que je serais partie bille en tête sur le combat contre la pédophilie, par exemple, qui me parle bien et que je trouve très, très mal défendu aussi, à part maintenant la parole libérée. Mais voilà, on s'éloigne de l'écologie. Mais je pense quand même, enfin pas tant que ça, parce que je pense que la façon dont on traite les êtres humains et les êtres sauvages, finalement, ça dit de nous qu'on n'est pas encore à une étape de maturité émotionnelle et de conscience qui est très évoluée. C'est un peu l'enjeu de notre changement global, hein, de la transition écologique. Il faudrait déjà être capable d'une forme d'écologie intérieure, en fait, de devenir des êtres plus sensés, plus généreux, plus altruistes, plus larges, moins intéressés par notre propre finitude et notre propre petit projet. Vous vous souvenez, moi j'avais lu la phrase de Gide dans Les Faux Monnayeurs, hein, qui disait l'égoïsme familial à peine un peu moins hideux que l'égoïsme individuel. Ça m'avait vraiment frappé, parce que je me suis dit, mais ça c'est vraiment la marque pour moi de notre époque, d'être vraiment au mieux dans un égoïsme familial, mais de toute façon au minimum dans un égoïsme individuel que je trouve être notre ennemi aujourd'hui. Sortir de cette finitude, pouvoir avoir de la largesse et de la largeur, y compris dans nos politiques publiques, pour faire ce qu'il faut, y compris pour la transition écologique, comme on le voit aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Je pense qu'on est quand même au cœur d'un sujet d'une forme d'injustice qui finit par générer de la rage, de la hargne, ce qui est tout à fait normal en fin de compte. Donc voilà, donc j'ai pas de grandes révélations à faire. Voilà pourquoi je suis devenue finalement écologiste par prise de conscience et puis ensuite par rationalité. Je suis très rationnelle, j'aime la science. J'aime la science plus que tout, je crois en fait. J'aime cette aventure de l'esprit humain, d'essayer de comprendre le monde qui l'entoure et en lisant et en croyant les données qui sont collectées et quand on commence à les mettre les unes à côté des autres. Et si on est capable à un instant donné dans sa vie de prendre conscience de l'échelle des défis qui se posent à nous, je trouve que c'est sidérant au sens propre, au sens philosophique. Et donc voilà, je me dis, croyons peut-être un peu plus dans les données et mettons en œuvre tout ce qu'il faut d'un point de vue collectif, émotionnel et humaniste pour se transformer et faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ces données deviennent... non pas l'annonce d'un programme cataclysmique, mais la possibilité de mettre en œuvre toutes les solutions qui sont résumées dans des excellentes notes de la Fabrique écologique, quand même. Respect pour tout le travail que vous avez fait. Donc voilà, ça va ? C'est ce qu'il fallait faire, dire ?
Merci. Alice Fernet. Alors moi, j'ai encore moins de choses. Ça fonctionne là, c'est bon. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai l'impression de représenter. J'ai un peu l'impression d'être le mulet dans l'équipe des étalons, mais ou de représenter les pauvres gens qui savent rien faire et qui voudraient faire quelque chose quand même. Parce que plus je vieillis, plus je m'aperçois que les romanciers savent rien faire en fait, en termes d'action finalement. Alors, je vais revenir à la question comment j'en suis arrivée à écrire un livre sur un écologiste, parce que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Alors, moi, je suis parisienne et j'ai toujours vécu à Paris, et je crois que j'ai toujours éprouvé un certain manque de bêtes. Et alors, j'ai été totalement cliente des films animaliers menteurs depuis le début, mais je dois dire, quand j'y repense, qu'ils ont eu une influence forte. Parce que mon premier grand souvenir, c'est quand même Les Animaux du monde de Rossif, qui se termine par Les Marées Noires. C'était, alors en quelle année était-ce? Dans les années 70. Et ensuite, j'ai reproduit la tradition d'amener mes enfants au cinéma. Et c'est comme ça qu'un jour, allant voir un film de Rob Stewart, cet Australien qui nageait avec les requins et qui, je crois, est décédé maintenant, j'ai découvert la vie de Paul Watson. Et c'était un moment où on commençait à parler beaucoup de lui. Et alors, en fait, j'ai vécu une sorte d'émotion, de dilemme en quelque sorte, parce que j'ai senti tout de suite que j'adhérais totalement à sa démarche, à son action. Et puis, j'ai découvert qu'on l'appelait éco-terroriste. Et alors, c'est ça qui m'a intriguée. C'est comme ça que j'ai commencé à aller regarder sur Internet plus de choses sur cet homme, pour essayer de voir si réellement le qualificatif de terroriste s'appliquait ou pas. Et en fait, assez rapidement, ça c'est vraiment, on est choisi, c'est vrai. Les romanciers, il y a une chose dont ils ont besoin, c'est de sujets. Et je me suis dit, quand même, c'est un bon sujet et ça sera ma contribution, ça sera une manière d'apporter quelque chose à ce grand problème, effectivement, de la destruction des océans, de finalement l'indifférenciation du poisson, de tous les discours faux sur les requins. Et je trouvais que ça valait le coup. Donc j'ai commencé à me documenter beaucoup. Alors ce qui est une chose intéressante à dire, c'est que moi je me dis toujours que je suis très proustienne, c'est-à-dire que je ne rêve pas de ce que j'ai sous les yeux. Hein. Et finalement, plus je suis loin de l'objet, plus il m'intéresse, plus il m'intrigue, plus je peux rêver sur lui. Donc je n'ai pas cherché à rencontrer Paul Watson, puis je voulais écrire très librement, donc vraiment je me suis documentée de loin. Alors évidemment, j'ai lu tout ce qu'il a écrit, et puis j'ai fouillé sur Internet, où il y a beaucoup de choses fausses, hein, parce que justement, j'ai été très frappée par le fait que comme il menace des enjeux importants, il est menacé en retour, il est calomnié en retour. Par exemple, on nie absolument qu'il ait été un des fondateurs de Greenpeace, alors qu'il m'a dit que son matricule était 007. Après coup, parce qu'alors finalement, une fois que le livre a été fini, quelqu'un m'a fait le rencontrer, et là c'était assez extraordinaire parce que j'ai découvert que toutes les conjectures que j'avais faites, par exemple, non, ce n'est pas un gourou, non, il n'a pas un ego monstrueux, non, vraiment, il agit pour les océans et pas pour être célèbre, etc. Alors que bien évidemment, tous ces reproches lui étaient faits, je me suis aperçue que j'avais totalement raison, que c'était vraiment un homme engagé pour une cause. Et quand j'ai fait le livre, j'avais presque l'impression, je me disais autrefois, on écrivait des vies de saints, et j'avais l'impression d'écrire une vie de saint d'aujourd'hui, quelqu'un qui vraiment avait donné sa vie à la cause animale. Alors c'est vrai qu'en plus, il a quand même fait des choses pour les arbres, il a fait des choses pour les loups, et puis finalement, il s'est consacré, exactement comme Claire, à des animaux qui étaient moins... il disait aussi le panda, tout le monde adore le panda parce que c'est mignon, mais les requins et les baleines, personne s'en occupe. Donc j'ai eu l'impression d'écrire une vie de saint. Et l'intérêt, je pense, de la littérature, et c'est tout ce que j'aurais à dire, c'est finalement d'abord de toucher peut-être des gens qui ne seraient pas allés vers l'écologie, mais qui aiment la littérature et qui du coup vont par le biais de leur amour de la lecture
découvrir ce qui se passe dans la nature en ce moment. Et puis aussi le fait que je pense que lire un livre, parce que évidemment je suis la preuve que les films ont un impact, mais alors le livre, c'est moins spectaculaire, mais c'est plus intérieur. Et c'est une émotion qui un peu peut progresser lentement, mais rester très durablement dans la personne. Et donc je m'étais dit, est-ce que je pourrais arriver à faire éprouver du dedans aux gens ce qu'on fait à certains animaux, par exemple les requins chassés pour leurs nageoires. Qu'est-ce que c'est finalement l'idée qu'un animal va disparaître, c'est-à-dire les baleines pourraient disparaître. Qu'est-ce que ce serait vivre dans un monde où on se dit autrefois il y avait des baleines et de mon vivant j'ai été contemporain de l'extinction des baleines, etc. J'ai essayé de faire éprouver ou de faire penser les gens à ces questions qui ne sont pas forcément... Mais je pense que celle que ça a changé le plus, c'est évidemment moi. Parce qu'on oublie toujours que si les livres qu'on lit nous changent, ceux qu'on écrit nous changent aussi beaucoup. Et donc depuis, je peux effectivement me dire que j'ai fait grandir la fibre écologique au moins en moi, et puis j'espère chez quelques lecteurs. Mais j'ai eu des réactions quand même. Merci, Alexandra Lutz. Merci. Alors, si personne n'avait rien à dire avant, on va jouer qui a le moins à dire du coup ce soir. Bienvenue du coup à cette conférence où personne n'a rien à dire. Donc de mon côté, je pense que j'ai aussi un parcours peut-être un peu différent. Enfin, c'était pas particulièrement non plus que j'étais entourée d'écologistes. Mais je pense que dans ma génération, c'était quand même un peu après les différents rapports du GIEC, après les différentes un peu conscience écologiste. Donc à vrai dire, quand moi, donc je suis née en 93, quand j'étais en primaire, je me souviens qu'on parlait déjà un peu de ces questions-là. Après, c'était un peu distant dans ma tête à l'époque. C'était ah oui, c'est important l'écologie, mais bon, quand je serai grande, ce sera réglé quoi. Après, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de ça. Plus tard, j'ai continué du coup mes études tranquillement. Collège, lycée, j'étais beaucoup intéressée par l'actualité. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque. J'étais plus marquée par les printemps arabes, 2011, etc. C'était plus important. Finalement, j'ai envie de dire, c'est plus quand j'ai commencé à faire mes études à Sciences Po. J'étais à Sciences Po sur le campus de Nancy franco-allemand. Et en deuxième année, j'ai eu un cours sur les négociations climatiques qui était animé par François Gémen, qui est donc très impliqué dans ces questions-là, qui était à l'IDRI à l'époque. Et je me souviens que du coup, on allait en cours, et donc du coup, on apprenait les négociations climatiques, ça a commencé, blabla, etc. Super. Puis on avance, et je crois que c'était en 2012 ou 2013. Et du coup, je dis oui, donc du coup, par contre, à la fin de cette année, oui, donc là, j'ai en négociation climatique, vous n'avez pas cours. Donc c'est un peu compliqué d'ailleurs ces négociations, parce que concrètement, l'accord de Kyoto qu'on avait négocié arrive à échéance, il n'y a rien pour le remplacer. On regarde un peu en cours, on fait d'accord, bon courage. Hein. Il revient 2 semaines après et il était un peu, il s'est rien passé. Et mon cours s'arrêtait là. Et à ce moment-là, on était un peu sur on me disait, c'est quoi, c'est la fin du monde. Du coup, on a tous eu conscience pendant tout ce semestre que concrètement, ça n'allait pas bien, que les émissions augmentaient, que le seul accord qui n'était même pas vraiment implémenté partout venait finalement d'arriver à échéance et il n'y avait plus rien. Et à partir de là, c'était un peu une conscience un peu bizarre d'accord, ça a l'air assez grave, mais qu'est-ce que je peux faire Et la réponse à l'époque, pour moi, ça a été pas grand-chose. Je suis partie en 3e année à l'étranger pour continuer mes études et j'ai fait d'autres choses. Mais ça m'a quand même resté, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me disais, oui, peut-être qu'il faudrait que je commence à travailler là-dedans, mais qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle, à mon niveau Puis je continue comme ça, je suis allée en master de droit. J'ai commencé à faire du droit et je me suis dit, oui, quand même, je pourrais faire des choses avec le droit. C'est bien le droit, on pourra défendre des choses avec le droit. Peut-être que je ferais ça à côté de mon travail. Et finalement, ça m'a amené en 2015 quand j'ai fait une césure et j'étais en cabinet d'avocat. Et c'était fin 2015. Donc il y a un peu tout ce contexte à Paris sur d'abord la COP21, très important. Il y avait le Bataclan, attaque terroriste, l'état d'urgence. Et c'était un peu la deuxième conscience, c'est que j'ai réalisé que beaucoup se passait. C'était vraiment une vie bouillonnante finalement pour les personnes partout, mais notamment à Paris. Et je me souviens que ça m'a beaucoup frustrée d'être dans mon cadre d'avocat. C'est très intéressant intellectuellement, mais je me dis mais non, j'ai envie de faire quelque chose aussi. J'ai envie de pouvoir participer à ça en fait. Et donc le week-end j'y allais, mais clairement en journée je pouvais pas. J'ai des horaires un petit peu impossibles aussi. Donc voilà, je me sens que finalement en 2015 ça m'a marqué comme il faut que je change ça. Clairement je vais finir mon stage, j'ai pas fait un scandale, mais je me suis dit clairement c'est un truc qui m'intéresse
Et du coup, j'ai postulé pour faire un double diplôme. Je suis partie à Columbia, aux États-Unis, et je suis revenue après en France. Mais du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré, j'ai beaucoup de cours sur les droits de l'homme, sur le droit international environnemental. Et c'est là-bas que j'ai rencontré une amie, revu plutôt une amie, qui en fait était donc à Climate. Et donc elle m'a présenté ça en cours, elle disait voilà, Climate, on est jeune, on est là, on est engagé. Ça m'a beaucoup plu comme modèle et je me suis dit voilà, ça je vais faire. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée en 2017 à Climate, que je peux donc vous présenter un peu. C'est concrètement un laboratoire d'action et d'idées. Ça a été créé en 2011 par les étudiants qui à la base étaient à Sciences Po et qui ont après beaucoup plus ouvert les choses. Et le principe, c'est parti d'un constat finalement après l'accord de Copenhague, qui n'a donc pas été assez ambitieux par rapport aux enjeux, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et donc ils ont organisé une simulation par des étudiants pour dire voilà, on va renégocier Copenhague, l'accord, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, comment est-ce qu'on pourrait parvenir à un véritable accord. Et en fait, ça a été un succès parce que les étudiants étaient vraiment beaucoup plus sensibilisés. Et donc du coup, en 3 jours de négociation, ils sont parvenus à un accord qui a sauvé le monde. Bon, malheureusement, c'est une simulation, mais en tout cas, ça a quand même donné vraiment des envies et des idées à plein de gens, dont à ceux qui l'ont organisé, de créer Climate. Ils ont dit voilà, on peut faire des choses justement par les simulations, par la sensibilisation et l'éducation. Et c'était un peu vrai le côté voilà, on va se lancer en Climate. Donc ça a été créé en 2011 et donc voilà, on a fait un petit chemin depuis. Depuis, c'est vraiment internationalisé. On a différentes branches à travers le monde, que ce soit au Mali, au Népal, en Indonésie, en Autriche plus récemment. On a plein de gens qui sont en dehors de ces branches aussi. Nos grandes actions, finalement, c'est 3 grands axes. On fait d'abord de la recherche, c'était vraiment aussi une base de Climate, c'est ce qu'on avait fait aussi avec la fabrique avant la COP21. Donc le but, c'est concrètement d'avoir de l'expertise, de faire de la sensibilisation sur plein de thèmes qui sont liés au changement climatique, que ce soit donc les océans, les migrations, gestion des déchets, l'énergie, le genre, beaucoup de choses comme ça qui sont importantes. Et donc on a toute cette expertise-là par différents groupes, donc c'est étudiants et jeunes professionnels. Ensuite, on a toute une partie sur le plaidoyer. Donc, on va toujours aux négociations climatiques. Là, on était aux intercessions. On va à la COP24 en fin de semaine. Et on va aussi, du coup, on a aussi un plaidoyer au niveau plus national. Par exemple, cette année, une grande chose qu'on a pu réussir à faire, c'est lancer notre appel pour une constitution écologique. Le but étant d'influencer les débats pour la réforme constitutionnelle et donc d'intégrer dans l'article 1er 2 principes légaux qui sont donc fondamentales pour essayer d'être plus écologique et prendre en compte ces enjeux qui sont importants, qui sont donc les limites planétaires d'un côté, donc ne pas aller au-delà des ressources qu'on a, et de l'autre côté, le principe de non-régression. Donc voilà, nous, on a parvenu à pratiquement 70 000 signatures, donc on vous attend. 70 signatures, le but, ça va à 100 000 pour le début de la reprise des débats en janvier. Donc si ça vous intéresse, on peut aussi en discuter plus tard, mais c'est notreconstitutionécologique.org. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre par rapport à ça. Et dernière chose qu'on fait, c'est l'empowerment, c'est-à-dire des simulations, notamment des négociations climatiques qu'on faisait à la base, mais des jeux, des conférences un peu innovantes, plein de formats pour intéresser les gens à ces questions. Donc voilà, finalement, c'est un peu de cette richesse Climate et ça m'a beaucoup apporté sur beaucoup de niveaux. Et par rapport à l'engagement, je sais qu'il y a une amie qui me disait justement que finalement l'engagement, ça ne s'apprend pas, mais ça se transmet. Et je peux dire que c'est vraiment ça finalement pour beaucoup de gens que j'ai rencontrés et pour moi en particulier. C'est le fait de voir des personnes qui sont engagées, voir des personnes qui ont envie de faire une différence, ça inspire, ça a envie de faire plus, ça a envie d'être finalement à bord, parce que ça apporte aussi au fond beaucoup de joie personnelle au milieu aussi des moments de brume. Donc voilà, c'est après ce que je vais commencer par ne pas vous dire ce soir. Merci beaucoup. Merci. Donc je pense qu'avec compte tenu de l'avancée horaire, je pense qu'on va tout de suite passer à des questions ou des interventions de la salle. Non, c'était très passionnant, c'était très bien, donc ne regrettez pas. Et donc, on va prendre les remarques ou des questions de gens qui veulent s'exprimer sur ces sujets ou poser des questions à notre table ronde. Voilà. La première intervention est toujours la plus difficile. Sandrine, à toi. C'est une question, c'est pour vous faire rebondir, partager certaines questions qu'on peut les uns et les autres se poser. On va parler d'engagement ce soir. Il y a une idée très très à la mode dans toutes les institutions et les gouvernances, c'est les tirages au sort de personnes citoyens. Enfin, on nous dit voilà, on va faire des conférences de citoyens, on va tirer au sort des citoyens. Qu'est-ce que ça évoque chez vous et est-ce que l'engagement individuel peut vraiment trouver son sens s'il ne s'inscrit pas dans un engagement collectif et une démarche collective? Oui, Hervé Le Bouler, FNE, Forêt, CESE,
forestier. J'ai une question et c'est vraiment une question sincère. Moi, je crois que quand je suis sorti du ventre de ma mère, je suis tombé dans la nature et je suis resté pendant à peu près 60 ans où la nature était à ma porte. J'étais forestier, je vivais en maison forestière et quand je laissais la porte ouverte, la nature rentrait dans la maison. Et quand je me suis engagé en venant à Paris, j'ai vraiment été un peu désappointé parce que je suis scientifique, mais je vivais pas, je venais très peu. J'ai rencontré des gens, je me dis, mais mon Dieu, mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont capables de savoir faire du feu, couper un arbre, dépioter un lapin, faire pousser des carottes? Bon, j'enlève le lapin, allez, hein, tu sais faire et arracher l'œil et ramasser le sang aussi. Bon, non, mais je retire le truc. Non, tout ça pour dire que, voilà, la question que je voudrais vous poser, pour ceux qui ne sont pas nés dedans, vécus dedans, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne et dans votre façon de concevoir le monde quand vous avez pris conscience qu'il y avait une connexion indispensable avec la nature et que si cette connexion ne se faisait pas, ça se faisait au détriment tant de la nature que de l'individu? Merci. Alors, qu'est-ce qui veut s'exprimer? Oui, Gérard. Oui. Gérard Felzer, 20 000 heures de vol à Air France et 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul, j'ai fait le compte. Et oui. Médiateur à Notre-Dame-des-Landes d'ailleurs après. Je voulais poser une question à Monsieur Philippe Val. Est-ce que l'innovation peut être compatible avec l'économie circulaire, avec les valeurs qu'on partage tous ici? Vous avez été pionnier il y a beaucoup d'années dans le pneumatique, les petits pneus, les petits bleus, là, les télégrammes, vous savez. Et vous parlez de livraison le dernier kilomètre qui pose problème. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi la Poste avait pris du retard par rapport aux opérateurs comme FedEx, UPS, etc. Même si vous en faites beaucoup. Mais est-ce que là, il n'y a pas une innovation à faire pour arrêter ce cirque infernal de commander par Internet, de se faire livrer le plus vite possible, etc., où on arrive à une impasse finalement? Alors, quels sont vos axes de recherche par rapport à ça? Comment exister dans le futur? Merci. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, dernière question. Oui, bonjour, Sylviane Villedière. Moi, c'est une question pour Alexandra. J'adore la façon dont vous parlez, votre envie d'être dans l'engagement et en évoquant ce fait que vous pensez que ce qui compte, c'est de le transmettre et de porter cela. Moi, je me demande comment, lorsqu'on est jeune aujourd'hui, lorsqu'on a cette foi, cette envie, cet enthousiasme pour l'engagement et qu'on a envie de le transmettre et le transmettre au plus grand nombre, ce qui est le cas de Climate, c'est ce qui est le cas de ce que j'entends dans cette voix formidable qui est la vôtre. Comment est-ce que le fait que d'autres qui ont eu ces mêmes envies à d'autres époques, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui ont eu la même foi, la même envie de faire aboutir, comment est-ce que ça ne vous gêne pas? Ou est-ce que ça ne vous freine pas? Et comment on va dépasser ça? Parce que notre sujet de l'écologie, notre sujet du climat, tout particulièrement, c'est un sujet où il y a un tel besoin de recommencement permanent pour convaincre, pour agir et pour trouver les meilleures solutions. Et là, je reviens à la question de Gérard sur l'innovation. Et en permanence, il faut innover. Donc, comment on garde cette foi et comment on innove, même si d'autres, avant, ont un peu raté, parfois, et souvent. Alors, on va peut-être arrêter là, sauf qu'on ne frustre personne. Donc, je vais demander peut-être aux membres de la table ronde de réagir à ce qu'ils veulent, les questions qu'ils veulent. Peut-être, Alexandra, on inverse? Allez. Du coup, je vais prendre ma question. Merci beaucoup pour votre question, vos remarques. J'ai tendance à dire que c'est une très bonne question. J'ai pas forcément une réponse toute faite par rapport à ça. C'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi est-ce que je ne suis pas déprimée en travaillant dans le climat. C'est effectivement une très bonne question. Parfois, je ne sais pas. Je pense que moi, à titre personnel, ce qui me motive en fait
j'ai bien conscience que beaucoup ont commencé avant, j'ai conscience que beaucoup a été fait avant et que objectivement, moi personnellement, j'apporte pas grand-chose dans le sens où je n'ai pas rien, j'ai rien inventé, j'ai pas découvert le phénomène, j'ai pas forcément encore de grandes innovations d'idées de comment on pourrait tout changer d'un coup. Donc finalement, peut-être mon point de vue à moi, c'est de dire, je sais que ça n'a pas été fait avant, il y a beaucoup de questions pour lesquelles c'est pareil. Par exemple, en tant que féminisme, je suis très engagée par ces questions-là, et je me dis, c'est pareil, quand je regarde des livres des 70, je me dis, mais tout a été réglé, pourquoi est-ce qu'on est encore là? Donc c'est vrai qu'il y a tout on va dire, cet héritage qui est là. Après, peut-être que c'est juste une question aussi de foi de la jeunesse. J'avoue que ça me déprimait beaucoup plus avant de commencer à travailler dedans. Parce que justement, à l'époque, on m'a balancé, coucou, le rapport de Kyoto, voilà, on s'en fiche maintenant, il n'est plus là. À ce moment-là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Et j'avoue que moi, finalement, ce qui me motive, c'est que je suis dans cet environnement avec des personnes qui sont brillantes au jour le jour, des personnes qui sont plus âgées, des personnes de mon âge, et je vois qu'il y a des personnes qui agissent et des personnes qui cherchent des solutions. Je commence à quand même voir des choses, bon, c'est des petits pas, et ça se fait clairement pas, mais je vois quand même des choses qui se bougent, et je vois qu'il y a des possibilités. En fait, concrètement, aujourd'hui, on a les moyens de mettre en place une transition écologique. C'est possible, on a les moyens techniques pour le faire. Sauf qu'on n'a pas la volonté politique, que le système ne bouge pas, qu'il y a des blocages institutionnels au niveau des États, au niveau de tout notre système, des entreprises, etc. Et finalement, tout ce qui manque, c'est une sorte de volonté, une sorte de réveil. Et à la fois, ça peut être déprimant parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est encore là? À la fois, je me dis, finalement, tant mieux, parce que sinon, c'est juste, voilà, on peut plus rien faire. Ce serait beaucoup plus déprimant. Donc moi, ce qui me motive, c'est de voir au quotidien des personnes qui s'engagent tout le temps. Et j'avoue que voilà, c'est aussi l'espoir, un peu naïf peut-être, de dire voilà, non, on peut encore changer les choses parce qu'on a cette voie, on a ces possibilités. Je pense qu'il y a plein d'actions qui existent aujourd'hui. Par exemple, je vois au quotidien en ce moment, on a beaucoup de gens, notamment cette année, qui ont lancé des grandes campagnes qui font quand même un peu plus écho maintenant. Il y a eu Ça commence par moi avec Julien Vidal, il y a eu Il est encore temps. Il y a On est prêt, qui est aussi vraiment qui commence vraiment à beaucoup bouger sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est des choses, je me dis, on a quand même réussi à aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément non plus dans le milieu pour faire changer les choses. Je vois aussi que du coup, il y a différents grands groupes qui commencent à vouloir bouger. J'étais au Global Summit en Californie. Et effectivement, c'est aussi un peu beaucoup d'effets d'annonce, etc. Mais je commence à me dire, bon, si les entreprises commencent à faire un peu la course à c'est qui est le plus écologique, c'est quand même pas mal. Donc après, voilà, c'est un peu tout ça. Clairement, il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est un milieu dans lequel il y aura encore beaucoup de travail. Mais je pense que si jamais on a chacun un peu un petit rôle à jouer, que chacun fait un petit truc, que ce soit au niveau de son travail, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans sa ville, à l'échelle locale, puis plus internationale quand on va aux négociations climatiques, je pense vraiment qu'on peut faire bouger les choses. Et je pense aussi en y croyant qu'on peut convaincre les personnes à faire pareil. Donc voilà, ça va être ma réponse un peu longue et courte. Mais voilà. Merci, Alice Fernet. Moi, je vais répondre à Monsieur le Forestier, puisque finalement, je suis un peu la personne à qui vous vous adressez, la Parisienne. Alors, j'ai jamais tué de lapin, mais je sais faire du feu. Mais en fait, je pense que ce que ça peut, ce qui peut changer, sans doute, je le résumerai dans le mot attention. Je me dis qu'en fait, même les citadins, d'abord, il y en a beaucoup qui peuvent éprouver un manque de nature, et ensuite. Tout ce qui est dit, effectivement, peut développer chez chacun une attention. Effectivement, quelqu'un m'a raconté récemment qu'il y avait eu une enquête aux États-Unis qui avait révélé que l'Américain moyen, sans doute jeune, mais peut-être qu'Alexandra connaît mieux le résultat de l'enquête que je ne l'ai mémorisé, mais en gros, ils vont reconnaître 300 logos, mais en revanche, ils seront incapables de différencier 20 feuilles d'arbre. Hein. Donc on voit bien qu'on vit dans une culture, ça s'appelle hors sol, hein, si j'ai bien compris. Mais en même temps, le chemin inverse peut être fait, c'est-à-dire que regardez le succès qu'a eu le livre de ce forestier, La vie secrète des arbres. Je me dis que peut-être ensuite les gens vont avoir envie de savoir, de connaître. Voilà, je pense à ça, à une espèce d'attention qui pourrait être réveillée. Il y a sûrement des. Mais alors moi, une chose qui me frappe, par exemple, j'étais devenue, quand je faisais mon livre, j'avais découvert et j'avais même découpé une photo atroce du continent de plastique, que j'avais trouvé ça incroyable. Et c'était tout bête, mais vraiment fin des sacs plastiques. Et je ne pouvais pas me taire dans un magasin quand quelqu'un demandait un sac plastique. Et je me suis aperçue que c'était, entre guillemets, toujours des gens âgés et qui étaient là très entêtés.
Mais je ne désespère pas, voilà, jamais sur rien. On ne sait jamais, quelqu'un tout d'un coup peut avoir, se réveiller, c'est le mot, voilà. Et donc à ce moment-là, s'ouvrir et découvrir des choses auxquelles il n'était pas du tout attentif auparavant. En tout cas, on ne peut pas condamner, mon Dieu, la distance à la nature. C'est vrai que les villes ont créé ça, mais peut-être aussi il va y avoir un dégoût des villes, un appel de la nature qui va recommencer. Merci beaucoup, Claire. Sur le tirage au sort en particulier, ça s'impose. Et alors, le tirage au sort, ça pose la question de ce qu'on peut... Enfin, après, il y a toutes sortes, comme tu sais, de lieux et de modalités qui sont proposés, etc. Je pense que ça nous permettrait de sortir de cette idée fausse et ancienne, un peu ancien régime, que le peuple est ignare et que nous, les élites éveillées, nous pouvons gouverner mieux pour lui parce qu'il est bête, alcoolisé et abruti devant sa télé, en gros. Hein, c'est ce que disait Céline. et je pense que... Comment ? Ouais. Exactement, il avait dit autre chose. Il y a une phrase formidable, évidemment, je ne me souviens pas, mais je vous partagerai la citation qui était quand même complètement dingue. Et je me dis, mais en fait, comment fait-on pour bien être élevé puisqu'on est mal élevé ? On est tellement mal élevé. Eh bien, peut-être que le tirage au sort, ça ne va pas suffire, mais ça permettrait de nous mettre face à nos responsabilités de citoyens et du coup de s'intéresser à des choses auxquelles on n'est pas spontanément intéressé parce qu'on a la responsabilité. Et dès lors qu'on génère cette responsabilité chez l'autre, ça automatiquement, ça devrait en toute logique créer un sentiment de besoin d'avoir le meilleur jugement possible. En gros, ça devrait faire ça. Donc le tirage au sort, alors sur des listes, moi je suis pas pour, parce que je pense quand même que prendre un mandat électif, comme tu sais, c'est quand même en gros faire du droit, hein, puisque c'est fabriquer du droit. C'est extrêmement complexe et les institutions, et ne serait-ce que les procédures législatives, sont tellement compliquées et longues que le temps de se familiariser avec les procédures et tous les petits coups bas que peuvent nous faire nos amis, les voisins, les ennemis, etc., ça prend trop de temps pour être efficace. Donc, en raison de la complexité des institutions, je ne suis pas fan de l'idée sur le principe du législatif. Mais sur la consultation, comme on a sur les jurés, en fait, bien sûr, en fait, je trouve que ça tombe sous le bon sens. Et ça permettrait, si c'était assorti d'autres mesures comme la réforme de notre système d'éducation, je pense qu'on a vraiment très, très besoin, comme ça a été identifié par Yann Algan, qui est prof à Sciences Po, qui montre en effet que si on veut sortir du système de défiance qui caractérise la France, mais profondément, c'est-à-dire qu'on a quand même le pays qui est le champion de la défiance de tous les pays de l'OCDE, on se méfie de tout le monde, de notre voisin, de notre boss, de nos élus, de tout le monde. Et ce n'est pas une fatalité. En fait, il montre que dans un système d'éducation qui est porté et basé sur la coopération et non pas la compétition, on apprend dès le plus jeune âge à coopérer et donc à poser et placer sa confiance en l'autre et à comprendre que collectivement, on va plus loin, peut-être un peu plus lentement, mais plus loin que seul. Et donc, c'est une des propositions qui me semble empreinte de bon sens pour le coup, et qui permettrait de générer des liens, de restaurer les liens de confiance. Alors, je ne sais pas si restaurer est le bon mot, parce qu'on vient quand même d'un système tellement pyramidal dans notre histoire, notamment dans nos grandes écoles, nos corps, etc. Donc, on a vraiment besoin de changer notre façon de faire pour accepter les règles du collectif et comprendre que c'est une force et que c'est la seule qui soit possible. Et je pense que là, Pablo Servigne nous a fait toute la démonstration du fait que la coopération sera notre seule arme collective pour faire face aux défis qui sont les nôtres, les défis du millénaire. Donc voilà, je pense que allié au tirage au sort, ça permettrait de nous élever, nous éduquer et de nous distancier par rapport à notre addiction aux écrans et aux contenus quand même débilitants. Je pense qu'on est globalement assez d'accord. Non ? Merci. Oui, je vais essayer de répondre à la question sur l'innovation posée par Gérard Felzer. Oui, nous essayons d'innover. Vous avez parlé de l'innovation du pneu. Je rappelle aux plus jeunes d'entre vous, et je vois qu'ils sont nombreux dans la salle, que le pneumatique, c'était un moyen de transmission d'un message. L'humanité et la technologie ont fait mieux. Elles ont dématérialisé le message, d'où le problème stratégique que nous avons.
puisque nous, depuis 6 siècles, on transporte des messages physiques, et ce qui est en train de nous arriver, c'est qu'il n'y a plus de messages physiques. Enfin, ils sont électroniques, ils sont physiques aussi, mais ils n'ont plus de consistante physique. Donc, une innovation, c'est quelque chose qui doit trouver son public et son usage. Il nous semble que la logistique urbaine, c'est-à-dire l'idée de poser l'avenir du transport des marchandises dans les grandes métropoles, est une innovation majeure. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le tour de France des grandes métropoles en avril 2014, après le 2e tour des municipales, parce qu'avant, franchement, ça ne servait pas à grand-chose, j'ai compris que les élus, quelle que soit leur tendance, étaient prêts à se mobiliser pour ça. Donc pour moi, c'est une innovation majeure. Alors, en même temps, je vois bien qu'il y a une critique implicite de votre part que je peux partager sur le e-commerce, la société de consommation, etc. Pour l'instant, quand vous employez 250 000 personnes, vous cherchez surtout à vous adapter au monde tel qu'il est. C'est-à-dire que je pense profondément, madame, pour revenir à votre question, qu'on peut changer le monde. On peut le changer politiquement, on peut le changer dans l'entreprise, on peut le changer dans l'association. Je pense profondément qu'on peut changer le monde. Simplement, je vais commencer par distribuer les colis d'Amazon avant d'essayer de limiter son pouvoir. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est un truc très très pratique. Nous, on est aujourd'hui dans le groupe qui est le nôtre. On est dans une situation qui, dans la stratégie, est très complexe. Notre premier client est en train de devenir notre premier concurrent. C'est un truc assez redoutable quand vous prenez 2 secondes pour vous asseoir et y penser. D'accord? Donc on essaye de faire ça. Et notre innovation aujourd'hui, c'est d'essayer d'être les plus écologiques dans le transport, et nous allons continuer à transporter. Et ensuite, face aux défis collectifs qui sont ceux de l'avenir des métropoles et de l'avenir de la ville et du transport dans les villes, d'essayer de pousser les élus et les citoyens à se mobiliser pour rentrer dans ce que nous appelons la logistique urbaine, qui est l'équivalent pour les colis et les marchandises de ce que les transports publics ont été à la fin du 19e siècle avec la révolution industrielle. Donc je pense qu'on essaye d'innover, oui, on essaye. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. C'est la tradition, c'est la tradition moi, à la Fabrique écologique. On doit t'applaudir toi pour le travail de titan que tu as effectué dans la Fabrique écologique. Franchement, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, le bureau de la Fabrique écologique va demander de faire un petit bilan à l'occasion des 5 ans. Donc, je vais prendre quelques minutes pour faire le petit bilan de ce qu'on a fait. Et puis ensuite, on passera dans la salle. Il y aura quelques interventions de personnalités ou de très forts contributeurs aux travaux de la Fabrique écologique. Et puis, nous soufflerons les bougies et boirons le pot de l'amitié. Alors, la Fabrique écologique, 5 ans. 5 ans, c'est un bébé encore. Hein. Bon, mais c'est un bébé qui a plutôt pas mal grandi. 32 notes publiées. 18 décryptages, 25 œils, soit au total 75 publications en 5 ans. Sur le podium de l'Observatoire des think tanks depuis presque 3 ans, en la première place parmi les 40 think tanks qui comptent, sur la qualité des travaux de la Fabrique écologique, quelque chose qui était pour nous, pour toute l'équipe fondatrice, dont je vois beaucoup de membres ici, était tout à fait essentiel. Attends. 32 ateliers, 4 controverses écologiques, 10 petits déjeuners avec une influence tout à fait importante à chacune. Et donc une méthode auquel nous tenons beaucoup et qui finalement a relativement fait ses preuves, qui intéresse d'ailleurs des organismes comme France Stratégie, une méthode de co-construction au-delà du travail du réseau d'experts, qu'aujourd'hui il y a entre 700 et 800 personnes qui sont dûment enregistrées dans le réseau d'experts, avec des mots-clés, qu'on réunit d'ailleurs une fois par an. Hein. Il y a une assemblée générale du réseau d'experts une fois par an et qui permettent de discuter du programme et surtout qui permettent de faire appel à tel ou tel expert quand il s'agit de relire des notes, quand il s'agit de participer à un groupe de travail, voilà, quand il s'agit d'intervenir dans des réunions. Sur la méthode, je vous rappelle quelques éléments de méthode auxquels on tient beaucoup. Je pense qu'on a à peu près rempli, puis je viendrai ensuite sur les difficultés. Sur la méthode, le premier élément, c'est une analyse objective et rigoureuse sur une base pluraliste.
je pense que les résonances qu'on a dans la presse, etc., montrent qu'on y est à peu près arrivé, même si c'est toujours perfectible. Je vous rappelle qu'on a une méthode de validation qui est proche d'une approche scientifique, puisque nous avons un comité de lecture, une approbation qualité par le conseil d'administration et une relecture par des personnalités. Ensuite, des propositions concrètes et réalisables avec la grande... Finalement, vous savez, dans tout le travail qu'on a fait avant de créer la fabrique écologique, là, la vingtaine de personnes qui se sont réunies, je crois que c'est Maximilien Rouher qui malheureusement s'excuse ce soir, mais qui avait fait la suggestion qu'il s'est révélé absolument essentiel que sur tous les travaux et sur toutes les notes que nous publions, nous fassions 1, 2 ou 3 propositions concrètes et applicables. Donc pas de notes sans proposition, pas de notes avec le catalogue des propositions administratives. Ce qui permet en effet ensuite d'enclencher une co-construction citoyenne et d'avoir une résonance plus forte. Alors évidemment, des propositions qu'on a essayé d'être innovantes, la plus structurante possible. On y est arrivé parfois, pas toujours. Mais voilà donc le deuxième objectif. Troisième élément important, et je crois que c'est important pour l'ensemble des gens qui ont travaillé dans la fabrique écologique, donc je vois aussi beaucoup de têtes, de présidents de groupes de travail et autres, une association ouverte, sans enjeu de pouvoir, libre de son travail et de ses choix. Je pense que c'est tout à fait important et que dans ce monde où toute initiative dans le domaine, disons, de la vie publique est souvent marquée par un implicite ou des implicites, ou des explicites d'ailleurs, d'enjeux de pouvoir, tout à fait important d'avoir des lieux, et je crois qu'on a réussi à préserver ça dans la fabrique écologique, des lieux où il n'y a pas de véritable enjeu de pouvoir et où on peut amener ses propositions, amener son travail dans de bonnes conditions. Quatrième grande caractéristique, la transparence absolue, et donc, et qui là aussi nous a valu une très bonne place dans l'enquête de l'Observatoire des think tanks. Tout est transparent à la fabrique écologique, vous pouvez le constater régulièrement, à la fois les publications, le budget, les partenaires, l'ensemble des paramètres de la fabrique écologique sont sur son site, et donc nous respectons cette transparence absolue. Alors à partir de là, si nous avons lancé ça avec toute l'équipe de l'époque, et puis avec tous ceux qui nous ont rejoints depuis, c'est avec une volonté très forte de suggérer, de proposer pour aider aux décisions publiques et privées. Pas simplement aux décisions publiques, mais aussi des décisions des entreprises, des territoires, des ménages, et avec une idée très, très simple, qui est qu'on voit bien que ce soit dans les entreprises, dans les collectivités locales, sur les territoires, il y a énormément d'initiatives intéressantes, et on trouve qu'on ne se pose pas suffisamment la question de savoir comment on peut les démultiplier ou les généraliser. Il y a bien sûr un effet d'imitation qui peut jouer, et ça c'est toujours utile, mais on ne se pose pas du tout la question, et on a essayé dans plusieurs de nos notes, et avec les groupes de travail qui ont travaillé, d'essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait, sur certains sujets, démultiplier et généraliser les initiatives. Alors, avons-nous réussi ? Pas vraiment, si nous voyons quand même le retard de nos sociétés, et de la nôtre en particulier, par rapport à la transition énergétique et écologique. Et c'est quand même notre objectif, c'est d'essayer qu'on soit le moins en retard possible, ou tout au moins, et même à l'heure si possible, dans cette bataille. Et donc nous n'avons pas vraiment réussi si nous voyons ce retard. Alors certes, certaines propositions ont avancé, je voudrais en donner quelques exemples, parce que c'est tout à fait important pour nous, le travail au-delà des propositions qu'on fait, d'essayer de convaincre les décideurs de leur justesse et de leur mise en application. La définition de l'économie circulaire dans la loi de transition énergétique, la marque pour une rénovation des logements, le développement de l'économie du partage et ses propositions, le label transition énergétique et écologique pour le climat, les nudges qui se développent pas mal dans les collectivités locales en particulier, la fameuse note, les 2 notes très importantes qui nous ont valu beaucoup de rayonnement et qui sont particulièrement d'actualité, sur la mobilité durable dans les territoires ruraux et périurbains d'un côté et sur le vélo de l'autre. Tout ça montre qu'on a réussi sur un certain nombre de sujets à influencer les politiques publiques, avec d'autres bien entendu, on n'est pas les seuls, mais avec d'autres, mais on a réussi. Par contre, il y a d'autres sujets, peut-être plus structurants, donc plus difficiles, sur lesquels nous n'avons pas beaucoup avancé. Je vais en citer quelques-uns qui nous paraissent importants. Le premier sujet, c'est la décentralisation énergétique, en gardant les spécificités de la société française et de l'économie française.
qui sont importantes et qui apportent des choses, mais en essayant de trouver un meilleur équilibre entre les organismes centralisés et les territoires. Deuxième idée qui n'a pas beaucoup avancé, c'est sur la rénovation énergétique des outils de type provision pour la rénovation des immeubles. Une priorité importante dans la note sur la précarité énergétique, sur les locataires du parc privé, eh bien, locataires du parc privé habitant dans des passoires énergétiques et qui aujourd'hui n'ont aucun moyen pour véritablement se sortir de cette situation. L'idée qu'il faille que les collectivités locales aident autant les dispositifs de mobilité durable que les systèmes de transport, et on en est loin. L'idée de reconquête en matière d'artificialisation des sols, qui est un peu passée dans l'idée de le zéro artificialisation nette, qui est la position du plan de Nicolas Hulot. Car zéro artificialisation nette, ça veut bien dire qu'il faut reconquérir certains territoires, mais disons que le raisonnement n'a pas été jusqu'au bout. Voilà quelques éléments de bilan sur le fond. Tout ça nous incite à poursuivre, évidemment, à amplifier les réflexions et les actions, avec une idée quand même très forte, qui je crois est très largement partagée par nous tous, c'est que on dit trop qu'on est en retard, ce qui est vrai, mais il y a une espèce de sinistrose sur les sujets du climat et de l'énergie, alors qu'il devrait y avoir un enthousiasme. Car c'est un nouveau modèle de société qui en réalité se prépare, un modèle différent, un modèle qui n'est pas dans les débats classiques des confrontations de modèles du XXe siècle. C'est un nouveau modèle, l'économie du partage, l'économie circulaire, la low-tech, l'économie de proximité. Ce sont des nouveaux modèles économiques qui se mettent en place et qui ont une finalité, c'est quand même de mieux vivre au total, et qui permettent de contribuer fortement à la transition écologique et économique. Et donc, nous devons avoir, je pense, et nous essayons à notre niveau, par des propositions concrètes, de lutter contre cette sinistrose qui nous paraît extrêmement mauvaise pour l'action d'aujourd'hui et de demain. Alors à partir de là, je voudrais évidemment, et je vais conclure par là, remercier tous ceux, et je vais essayer de n'oublier personne, remercier tous ceux qui ont contribué depuis 5 ans à l'activité de la fabrique, à sa création et à l'activité de la fabrique écologique. Évidemment les membres du bureau, dont je vois ici de Lucille et Dominique, Denis, quoi ? Il est caché, et puis Thierry qui est excusé. Les membres du conseil d'administration qui se réunissent régulièrement, qui sont des fidèles et qui jouent un rôle extrêmement important puisque c'est eux qui valident les travaux. Les membres du conseil d'orientation, dont je vois d'assez nombreuses têtes dans la salle et qui se réunissent une fois par an, mais qui jouent un rôle très important pour nous de réflexion sur l'orientation de la fabrique écologique. Et évidemment l'équipe de la fabrique écologique et Sarah en particulier, qui a très, très efficacement animé la fabrique écologique depuis maintenant presque 3 ans. Je voudrais remercier en deuxième lieu les partenaires, la Caisse des dépôts, la Poste, Enedis, GRDF, RTE, Reed Smith, Greenflex et Veolia Partenaires Projet, sans qui rien ne pourrait exister, hein, on le sait bien. Et je les remercie beaucoup parce qu'ils nous font confiance, je pense, puisqu'ils renouvellent tous les ans leur partenariat. Et il nous faut confiance dans l'idée qu'on travaille sérieusement, et que ça peut être utile finalement ce travail, y compris pour leur propre activité. Troisième catégorie que je remercie, c'est les amis de la fabrique écologique. Vous savez que quand vous donnez à la fabrique écologique, vous êtes considéré comme un ami de la fabrique écologique. Vous avez le droit à quelques privilèges modestes, mais quand même. Et donc nous remercions beaucoup ceux parmi d'entre vous qui sont des amis de la fabrique écologique, qui ont contribué à notre financement, et on vous remercie pour votre soutien fidèle et renouvelé. Je voudrais remercier évidemment le réseau d'experts, dont beaucoup sont très actifs pour relire les notes, participer aux réunions, contribuer, et remercier en particulier ceux qui sont dans la salle, les présidents et les membres de groupes de travail et les auteurs de décryptage. Et puis enfin, je voudrais remercier les citoyens ayant contribué à enrichir les notes à travers leurs propositions sur Internet ou dans les ateliers éco-écologiques,
Je pense que cette articulation citoyenne, qui est, je pense, assez originale pour un think tank, je ne connais pas beaucoup de think tanks qui ont cette articulation expert-citoyenne, fait notre richesse. Et sachez bien que c'est un élément de développement pour l'avenir important. Nous avons des tas de projets de développement, comme vous le savez, et donc vous continuerez à entendre parler de nous.